Hola, c'est Mister Audi, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette 1e vidéo. Donc, on remet ça avec Mad Max Fury Road partie 2. La première partie de l'introduction se terminait avec un fondu noir. Un fondu ayant une double portée, servant à la fois à renouveler l'image du héros, en nous le montrant faible et fragile. On s'éloigne du charisme des premiers Mad Max, les Mad Max des années 80. Ce fondu nous montre également une ellipse de temps. Bien évidemment, entre la première et la deuxième partie de l'introduction, s'est écoulé un laps de temps. Et ce fondu a cette fonction-là et en même temps a lancé l'histoire. Mad Max Fury Road partie 2, juste après le générique. Nous allons commencer l'analyse de cette séquence en l'interprétant de deux manières. L'une par l'angle philosophique, l'autre en utilisant les éléments qui composent le cadrage. On va voir que les intentions données par la composition préfigurent le sort de Max. Comme d'habitude, voici le timecode. On se retrouve juste après l'extrait non commenté pour l'analyse. Juste pour vous prévenir, pour des questions liées aux droits d'auteur et au durcissement de la législation quant à l'utilisation des contenus sur YouTube, vous verrez, j'ai dû réadapter un tout petit peu mon format. Donc voilà, bon visionnage à vous. C'est toi? Où étais-tu? Sauve-nous! Où étais-tu? Où étais-tu, Max? Combat comme ça, Max! Combat! Tu nous as laissé mourir! Tu nous as laissé mourir! Donc on y va, c'est parti pour l'analyse. Un fondu qui s'ouvre sur une caverne à l'obscurité inquiétante, où l'on y découvre clairement pour la première fois Tom Hardy dans une posture qui marque clairement sa fragilité et le met dans un état sans défense, avec cette contre-plongée. Une contre-plongée qui renforce l'impuissance, l'enfermement et l'ignorance du personnage. Donc l'ignorance, c'est que Max n'a totalement pas conscience de l'environnement dans lequel il est. L'enfant que nous voyons au début, au comportement un peu bestial, renvoie à l'innocence souillée par le monde des adultes, mais aussi symboliquement à la nouvelle naissance de Max. Une naissance douloureuse où est inscrit sur le plan charnel son identité. Cette deuxième partie d'introduction, pour moi, fait clairement l'analogie avec l'allégorie de la caverne de Platon. Si vous ne connaissez pas,
Il s'agit d'un concept philosophique renvoyant à la condition humaine et aux différentes étapes permettant l'émancipation des consciences, notamment avec le passage de l'obscurité à la lumière. Et là, dans le film, de la caverne à l'extérieur. Brièvement, on passe de l'ignorance à la vérité. Donc gardez tout ça en tête pour la suite. Maintenant, faisons un arrêt sur ce plan. Puisque nous avons affaire à une scène où un personnage tente de s'échapper, je vais m'attarder sur les points de fuite que constitue la composition du cadrage. Pour rappel, la composition du cadrage correspond à l'ensemble des objets, formes, perspectives qui harmonisent et équilibrent un plan, ce qui le rend visuellement agréable et parfois donne même des intentions de mise en scène. Par exemple, prêtons attention aux perspectives dans ce plan. Je les fais apparaître. Voilà. La somme des perspectives, vous voyez, converge vers ce que l'on appelle le point de fuite. Et vous allez voir comment ces points de fuite sont souvent encombrés pour ajouter de la difficulté à Max. Un premier objet fait office d'obstacle, notamment son allié de toujours, la V8 Interceptor. Donc on continue. Regardez à nouveau les points de fuite, ici et ici. Les antagonistes sont des obstacles, clairement. Et lorsque Max tente de s'échapper en empruntant une autre voie que le point de fuite, ça ne fonctionne pas. Donc on continue. Avec ce plan, le point de fuite se dessine clairement avec les tuyaux, les lignes du couloir, mais les obstacles sont cette fois les défunts dans la tête de Max. Donc Max est un obstacle pour lui-même. Pour revenir sur la philosophie platonienne, ce passage de l'ombre à la lumière, symbolisé par la fuite et engendrant une course-poursuite, s'achèvera vers l'extérieur, la lumière. Vous allez voir maintenant qu'en 3 plans d'ensemble seulement, George Miller nous construit la structure d'une société fondée sur des rapports de domination. Regardez, un premier plan en plongée, une vue sur le peuple, le bas de la pyramide. Un deuxième sur le symbole, le même que les antagonistes à Max ont tenté de lui marquer au fer rouge. Un dernier plan en contre-plongée où l'on constate de la verdure, très rare dans le monde proposé par Miller, ce qui renvoie à l'espoir et à la vie. Constatez aussi la composition du cadrage avec les lignes matérialisées par du câblage, des ponts. On y découvre un monde structuré, mais quand même avec ce petit élan totalitaire. Bref, une réadaptation platonienne faite par George Miller d'une vérité bien triste et ne laissant aucune chance à son héros. On est loin des années 80 et de l'espoir porté par la testostérone. Je me souviens, quand le film est sorti, beaucoup disaient que le scénario était trop simpliste. C'était une référence à un groupe de rap que j'aime bien. Regarde. Au début des années 80, je me souviens des soirées. Il fait du rap maintenant. Effectivement, le film, dès sa sortie, souffrira de cette critique. C'est-à-dire qu'on lui reproche qu'il y a une quasi-absence de scénario. C'est pourtant pour moi le film de la remise en question. C'est un film qui dresse un bilan, qui résume un petit peu notre humanité. Une remise en question qui interroge les rapports humains, notamment la relation homme-femme, avec Charlize Theron qui tient le second rôle, mais qui par moments fait de l'ombre à Max, quitte à lui voler la vedette. Elle l'épaule, le protège, prend des décisions. Dans un scénario classique, on reconnaît la place du héros, le personnage principal, par les décisions qu'il prend, des décisions qui généralement amènent au dénouement de l'intrigue. Là, pour le coup, que ce soit Max ou Charlize Theron en Furiosa, mais tous les deux crèvent l'écran et sont tous les deux les héros du film. George Miller n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. Dans l'intrigue, les dialogues, tout est dit dans le pas grand-chose, le subreptice, tout comme à son habitude, ou à l'image de cette introduction. Voilà, ainsi s'achève la thématique Mad Max. J'espère qu'elle vous a plu. Donc c'est une vidéo qui se complète avec la précédente puisque j'ai abordé la première partie de l'introduction. J'aime bien ce format-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je prends plaisir à décortiquer certaines scènes en sachant que l'idée de cette démarche c'est d'analyser les intros de films sans spoiler mais en donnant quelques indications par rapport à ce que vous allez voir et ça m'amuse beaucoup de le faire donc j'essaie de mêler ça avec de la réalisation, des petites mises en scène etc. N'hésitez pas, voilà, je ne vais pas vous faire le blabla habituel, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour soutenir la chaîne. En tout cas je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée, une bonne journée, un peu tout ce que vous voulez et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Au revoir.